Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc là, je suis en compagnie d'un duo d'auteurs qui sont Alexandre Franck, qui est plutôt spécialisé dans les bandes dessinées, tantôt Bonjour. seul, voilà, tantôt comme co-auteur. Vous travaillez pour la presse jeunesse, vous faites de la docu-fiction, vous avez travaillé pour Dargaud et publié un bon nombre de bandes dessinées. C'est ça, oui. Voilà. Avec vous, il y a Jean-Baptiste de Panafieux, Bonjour. que nous connaissons bien dans l'association, puisque Jean-Baptiste de Panafieux est un auteur, scénariste, scientifique, auteur de nombreux ouvrages, que ce soit de la bande dessinée, du documentaire, du beau livre, du roman. Et Jean-Baptiste, tu fais un certain nombre de conférences sur des thèmes aussi variés que l'évolution, qui est quand même ton thème favori, je pense. Hein. Le monde marin, l'écologie, l'alimentation, les animaux, etc. Et vous allez nous parler d'un ouvrage qui est presque sorti, qui va être publié en mai 2021, qui s'appelle Extinction. Donc, je vous laisse présenter cet ouvrage qui est le thème de votre présentation cet après-midi. Merci, Cathy. Oui, alors le livre, je vais le montrer puisqu'il n'est pas encore en librairie, mais il sort juste de l'imprimerie. Voilà. Il s'appelle Extinction, le crépuscule des espèces. Il est très beau. Merci. C'est un livre sur l'extinction des espèces, surtout animales, mais l'extinction des espèces vivantes sur la planète aujourd'hui et dans le passé. Le passé permettant aussi de comprendre ce qui risque d'arriver dans les décennies qui viennent. Et voilà, on a fait ça à deux, Alexandre et moi, Alexandre illustrateur et moi scénariste. Et Alexandre scénariste aussi. Bon, ça, on reparlera un peu de comment on a fait ça. Donc, je vais commencer par poser une question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pourquoi écrire de la BD? On te connaît plutôt sur des petits romans, des livres documentaires qui sont ici, mais la BD, pourquoi? Et puis, plus largement, pour un scientifique, est-ce bien sérieux d'écrire de la BD? La première chose, c'est que pratiquement dans tous les livres que j'ai faits, il y a des images. Il y a 2, 3 livres sans illustration, mais la plupart sont avec illustration. Et ça a à voir avec le fait d'avoir réalisé des films aussi, c'est que l'image est très important pour moi. J'en mets dans tous mes livres, beaucoup, et le fait de passer à la BD, c'est complètement naturel pour moi dans l'intérêt que j'ai dans l'image et le plaisir que j'ai à travailler avec les images aussi. Donc ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est que moi, j'adore les choses scientifiques. J'essaie d'intéresser les lecteurs à ça. Et tout est bon pour intéresser les lecteurs. D'écrire des choses dans plein de domaines différents et de plein de façons différentes pour essayer d'attirer le lecteur puis de le passionner. C'est pas trop compliqué de passer d'un roman à une BD au niveau mécanisme et... C'est autre chose dans l'écriture. L'écriture n'est pas la même du tout. Voilà. Pour diverses raisons. D'abord, dans un roman, je suis tout seul à l'écrire. Là, j'écris beaucoup, mais Alexandre intervient aussi. Et puis, bon, dans la BD, les dialogues prennent beaucoup d'importance, sont
largement dominant sur le texte en tant que tel. C'est différent, mais c'est comme d'écrire pour des petits de 4 à 7 ans ou d'écrire pour des adultes. C'est deux façons d'écrire complètement différentes. Et les deux sont passionnantes. D'accord. Alexandre, comment vous est venue l'idée de collaborer avec un auteur scientifique? Avec Jean-Baptiste, on s'était rencontrés avant de faire ce livre. C'est l'éditeur qui nous a en quelque sorte mariés pour ce livre, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire le dessin et on a demandé à Jean-Baptiste indépendamment de faire le scénario, et on était ravis de se rendre compte qu'on se connaissait, qu'on s'était déjà rencontrés, qu'on s'appréciait. On s'était vu quelques années avant dans un salon du livre et on s'était dit qu'on travaillerait peut-être un jour ensemble, donc c'était parfait. Moi, disons que dans la vie, ma passion, c'est la BD. Mais si j'avais pas fait ça, j'aurais peut-être fait des sciences, oui. Jusqu'au bac, disons que j'étais plutôt un scientifique. Mes parents auraient d'ailleurs voulu que je devienne ingénieur et que je travaille chez Alstom ou quelque chose comme ça. Bon, moi, je voulais faire de la BD, mais la science dans la BD, c'est une façon de revenir aussi à ce goût pour les sciences oui, que j'ai toujours eu. Donc, c'était quelque chose aussi d'assez naturel. Ouais. Ça répond un petit peu à la question que j'allais vous poser après. C'est comment se fait la rencontre entre un auteur de bande dessinée et un scientifique? C'est l'éditeur. Sur ce livre aussi, c'est l'éditeur, oui, qui a été plutôt bien inspiré. Mais comme l'a dit Alexandre, on s'était rencontrés et on avait l'intention, on avait commencé à travailler sur des projets de livres que nous continuons d'ailleurs actuellement. Donc, il y a quelque chose qui s'est fait vraiment de complémentarité entre les deux, je pense. C'est la concrétisation d'une première rencontre, voilà. Oui. On va dire ça. C'est ça. Et l'écriture à deux mains, comment est-ce qu'on fait ça? Avant de rentrer dans le sujet même de livre, j'aimerais qu'on parle un petit peu comment se passe la dualité entre l'auteur, l'illustrateur, qui fait le texte, qui fait le dessin, qui travaille en premier. Moi, ça me fascine, ça, de savoir comment vous arrivez à faire ça sans vous crêper le chignon, quoi. Oui, c'est la question qu'on pose souvent pour la BD parce que les gens ne comprennent pas très bien, effectivement, si on met les dialogues dans les bulles avant ou après avoir fait les dessins. Et dans notre cas, c'est encore plus compliqué parce qu'effectivement, on est deux à écrire. C'est surtout Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est l'auteur du livre. C'est lui qui apporte toute la partie scientifique. C'est lui qui même qui invente les personnages, qui invente le lieu de l'histoire, vraiment tout le mécanisme de ce qu'on va raconter. Ça vient de lui, et donc il écrit un premier scénario. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous passerai des images pour voir un peu ça. Et après, sur cette première mouture, je me permets d'intervenir un petit peu parce qu'on a des personnages de fiction qui portent le discours. Et quand moi j'ai une idée qui peut ajouter un petit peu disons, d'humanité, un petit piment qui peut rajouter à la vie des personnages, à l'aspect fictionnel de notre travail, je ne me prive pas de l'ajouter en accord avec Jean-Baptiste. Donc, il y a plusieurs couches d'écriture. Jean-Baptiste fait toute la première et moi, par-dessus, je saupoudre avec des petites idées complémentaires. Le chat, c'est vous? Non, le chat, c'est Jean-Baptiste. Ou c'est peut-être nous deux, je ne sais plus. Non, je crois que c'est Jean-Baptiste. C'est lui, il a un chat, moi, j'ai pas de chat. C'est Jean-Baptiste qui a eu l'idée d'amener ce chat sur l'île, là. Il faudra qu'on explique un petit peu aux gens qui nous écoutent l'histoire du chat. Ben, si vous voulez, moi j'ai préparé des images. Est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu comme ça? Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez là? Pour moi, tout a disparu. Je ne vois plus rien. Cathy, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois votre page 1, page 2. Voilà, c'est ça. C'est le synoptique. Le synoptique, oui.
Jean-Baptiste, tu vois pas ton propre texte? Ah bah, je vois même plus, je vois plus rien. Tiens, J'ai ça, tout, c'est tout curieux. perdu là. Comment je vais faire ça? Bon, bah écoute, essaye de le retrouver. Moi, pendant ce temps, Ouais, vas-y, vas-y. je raconte un petit peu ça. Donc là, vous voyez à l'écran ce que Jean-Baptiste me fournit. C'est un document Word avec des indications déjà assez précises de scénario. On raconte, ça c'est les premières pages, donc on raconte qu'une expédition scientifique arrive sur une petite île de l'océan Arctique, arrive en canot, va installer le campement, etc. Donc tout est déjà un petit peu raconté. Mhm. Jean-Baptiste me donne aussi de la documentation visuelle. Donc, on est dans l'Arctique, il me donne des paysages de l'Arctique. Par exemple, en haut, cette espèce de grosse colline là qui ressemble à une baleine dont je vais me resservir, des plages de cailloux, des montagnes, la mer, tout ça. Il me donne aussi des photos d'animaux, bien sûr, parce qu'on va parler de ça. Il me donne, là, ils arrivent en bateau avec un gros brise-glace. Donc, Jean-Baptiste me fournit toute cette documentation. Il trouve des quantités de choses. Des campements de scientifiques aussi, ça il faut comprendre comment est-ce qu'on passe 2 mois sur une île sans aucune infrastructure pour vivre, pour se nourrir, pour se chauffer, pour communiquer, pour tout ça. Donc il me donne ça. Et après, moi, je fais ma page. D'accord. Alors là, j'ai pas gardé de. D'abord, on fait en BD, on fait une étape au crayon et puis on encre et puis on fait la couleur. Moi, j'ai pas gardé de traces de ça parce que je travaille directement sur mon crayonné, donc il disparaît à l'ancrage. Mais avec toute la documentation de Jean-Baptiste, donc j'ai construit cette page et j'ai effectivement ajouté un petit peu un dialogue de temps en temps. Mais j'ai repris ses paysages, son bateau, ses animaux, tout ça. On reconnaît l'image de la première, en haut, là, l'image de la première, de la La photo de montagne, oui, Jean-Baptiste, oui, ouais, la oui. montagne de Jean-Baptiste. Ouais. Alors, le livre est une coédition entre Dargaud, qui est un éditeur de BD institutionnel, et puis Delachaux et Nestlé, qui est un éditeur qui fait plutôt des livres sur la nature. C'est ça, Jean-Baptiste? Oui, oui, oui. Et donc, il y a un livre célèbre chez Delachaux et Nestlé, c'est un guide des oiseaux. Il y a plusieurs guides d'oiseaux, mais donc on s'est dit dans cette BD, puisque c'est une coédition entre Dargaud et Delachaux, si on avait ce guide des oiseaux et un de nos personnages qui a son guide et qui essaye d'identifier les oiseaux de cette île de l'Arctique. C'est le guide Delachaux, donc voici une page. Et donc notre personnage, là, qui est en rouge, qui est le caméraman, a son guide, et on va mettre un petit peu dans toute la BD régulièrement des petits extraits de ce guide où il identifie ces oiseaux. Et j'ai Donc ça, c'est remarqué des idées qu'on a au fur et à mesure. il y a le dessin, mais il y a aussi les photos des oiseaux. Oui, c'est ça. On prend là pour les oiseaux, on a vraiment extrait du guide de la chaux les images parce que je trouvais ça intéressant d'avoir. Moi, donc on a un dessin assez simple pour la BD et c'était intéressant d'avoir un autre registre graphique avec ces dessins scientifiques extrêmement naturalistes, très précis pour montrer les oiseaux du guide. Ouais. D'accord. Voilà. Une autre page, quand notre livre est un documentaire, donc avec une grosse dimension technique, scientifique. On raconte beaucoup de choses. Mais donc, comme on a ces personnages qui passent 2 mois sur une île déserte, moi, je me suis aussi demandé comment est-ce qu'on vivait 2 mois sur une île déserte, comment est-ce qu'on se lavait. Donc, on fait une petite scène où notre personnage prend une douche à l'eau froide. Ça donne un peu de vie à tout ça. Une scène où ils font la lessive, parce qu'on fait la lessive dans une bassine. Ah, il tombe amoureux, il cache un chat. Voilà, oui, il va se Voilà. passer. Il se passe plein de choses. Je voulais vous montrer aussi ces pages-là pour vous demandiez tout à l'heure à Jean-Baptiste pourquoi est-ce que c'est bien sérieux, est-ce que c'est une bonne idée de faire de la bande dessinée pour de la vulgarisation scientifique. La bande dessinée est un très bon moyen de présenter des images et toutes sortes d'images. Vous voyez, dans la BD, là, on peut coller des gravures anciennes, le portrait de Cuvier, des gravures de trilobites. On peut varier les registres. Hein. On peut se servir du texte, on peut se servir de l'image, on peut importer des documents. On peut mettre, donc là, il y a aussi une photo, une gravure de Darwin, de Lyell sur nos oiseaux. On peut mettre des courbes, des graphiques.
Là, vous avez un graphique qui représente les extinctions majeures au cours des millions d'années. On peut mettre des grandes cases comme cette baleine, un graphique toujours. Et sans renoncer en même temps à la narration, à nos personnages qui virevoltent autour. On peut mettre des cartes aussi, comme ici, une carte des différentes populations de girafes en Afrique. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'à chaque page, il y a un petit trait humoristique. Oui, c'est ça, on essaye de joindre voilà. L'utile à l'agréable. Oui, puis on peut se servir de tous les registres à la fois, donc on ne s'en prive pas. Tout à fait. Ça, c'est la chasse au rhino. Oui, nos personnages arrivent sur une île déserte et donc ils vont faire comme une chasse au trésor, hein, puisque sur une île, il y a toujours un trésor. Donc là, ils ne sont pas venus chercher un trésor de pirate, ils viennent chercher une momie de rhinocéros de l'âge glaciaire. Donc ça, ils trouvent la momie, ils la sortent dans leur labo. Alors ils la trouvent dans l'île au trésor, on trouve le trésor à la fin. Là, ils trouvent le rhino plutôt au milieu de la bande dessinée. Donc on a d'autres choses pour relancer un petit peu notre intrigue, dont la fuite du chat. Donc Emma, un petit peu gaffeuse, a amené son chat. Et quand la chef de l'expédition découvre ça, elle est évidemment suffoquée de colère, parce que si le chat s'échappe, il peut semer la destruction dans la population d'oiseaux. Et alors, ce petit fait divers a été la porte ouverte à Jean-Baptiste pour expliquer que les espèces invasives pouvaient détruire. N'est-ce pas, Jean-Baptiste ? Oui, c'est ça. Alors, désolé, moi, je vois rien du tout. Je vois plus rien. Je vous vois plus. Je vois pas les documents. Mais on te voit et on t'entend. Bon, alors ça, c'est parfait. Oui, il y avait c'est une histoire vraie. Hein. Il y a eu des chats qui ont été amenés au Kerguelen et qui ont fait des dégâts épouvantables. Comme quoi, de temps en temps, les scientifiques font des erreurs aussi. Ce qui était intéressant, c'est d'essayer de rendre extrêmement concret et réaliste ce qui se passe dans l'île. Alors, c'est ce que dit Alexandre, tous les documents que je fournis, c'est des documents concernant de véritables expéditions dans les milieux arctiques, de manière à ce que tout ça ait l'air assez vrai, mais juste en passant. On s'attarde pas là-dessus. Et alors, l'autre chose, pour compléter ce que disait Alexandre un peu, c'est que effectivement, il reprend mes textes, il les met en scène. Au départ, je proposais beaucoup de mise en scène, et puis finalement, Alexandre fait un peu ce qu'il a envie de faire, et je me suis rendu compte que ce qu'il proposait améliorait ce que j'avais proposé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la boule de neige. À chaque étape, on rajoute des choses, et c'est de mieux en mieux. Donc ça, c'est toujours très agréable de travailler comme ça. Et on aboutit à des choses que je n'avais pas imaginées dans par exemple, les courbes. Je me dis, dans une BD, on ne va pas mettre des courbes, des graphiques, des choses comme ça, mais Alexandre les rend vivants. Oui, tout à fait. Et donc, tout ça passe sans difficulté. De temps en temps, Alexandre me demande des détails sur un personnage ou sur une histoire qui s'est passée, et je lui donne les détails, mais c'est juste comme ça. Je n'imagine pas les mettre dans l'histoire, et puis de temps en temps, il les rajoute dans l'histoire, et ça passe, alors que c'est vraiment des détails un peu... c'est précis, quoi. Mais ça passe très bien. Oui, on a été très très loin dans la description de certains trilobites, parce qu'il y a un côté cocasse parfois à la science de la paléontologie, et puis ces savants passent un peu pour des doux illuminés quand ils font comme ça 10 000 km pour aller avec leur piolet déterrer un petit fossile de trilobite qui a un nom à coucher dehors. Donc quand il y a des choses un peu cocasses comme ça, on ne se prive pas de les mettre, tout est bon, quoi. Voilà, mais c'est pas du tout des cosinus ou des savants fous. On voit qu'ils sont extrêmement concrets, et ils travaillent sur des choses qui nous concernent directement aussi. Alors même s'ils s'occupent de bêtes fossiles qui n'intéressent quasiment personne, ce qu'ils vont en tirer nous intéresse directement.
Donc, il y a aussi sur le travail des scientifiques. Oui, puis il y a une palette de scientifiques quand même assez importante parce qu'on parle aussi des espèces endémiques, de la flore, de la faune, de géologie. C'est quand même une histoire qui est riche tout en étant divertissante. C'est ce qu'on essaye de faire. Et on essaie de continuer dans cette direction-là. Ben c'est super. Et alors, je suppose que l'histoire, Jean-Baptiste, c'est toi qui as eu l'idée au départ de... Au départ, il y a eu une discussion au départ avec les éditeurs oui. Pour essayer de savoir dans quelle direction on allait aller. Et de la discussion est sortie l'idée d'une expédition. Ensuite, je crois qu'on avait parlé d'îles, et les îles, moi, ça me parle bien. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a placé dans l'océan Arctique? Je ne sais plus si c'est toi qui avais l'idée, Alexandre, ou si c'était moi. Non, je pense que c'est toi qui a eu cette idée. Il y avait deux options, soit aller dans la jungle tropicale, soit aller dans une île de l'océan Arctique. Je me suis dit que ce serait plus simple de dessiner une ligne pour l'horizon et puis un triangle pour les montagnes que de dessiner des forêts grouillantes pendant 90 pages. Donc je crois qu'on a choisi pour ça l'Arctique et puis sans doute que c'était le bon choix aussi parce que ça permettait voit aussi bien passer des plateformes pétrolières géantes à l'horizon qu'ils croisent des ours blancs en dépérissement. Enfin, on pouvait, je pense, aborder tous les sujets, tous les thèmes du livre avec cet univers-là. Toutes les causes actuelles des extinctions pouvaient être abordées assez facilement dans l'univers qu'on s'était choisi là. Ça aurait été sans doute plus compliqué dans une forêt équatoriale, sans parler du dessin. Oui. Et alors justement, il y a une question une personne qui demande, quelles sont les contraintes éditoriales? Les contraintes éditoriales, il y a une commande qui est sérieuse, c'est de faire un documentaire, c'est de faire vraiment une bande dessinée pédagogique, documentaire, avec un vrai contenu scientifique, et ça, on ne doit pas déroger, on ne doit rien sacrifier à cette commande. Nous, avec Jean-Baptiste, on décide de rajouter une part de fiction avec des personnages qui vivent un peu leur vie, pour que ce soit plus attrayant, plus vivant, plus emballant. Et puis souvent, on voit effectivement dans l'avancée du scénario que c'est ça qui nous donne de nouvelles idées. Donc, je pense qu'en BD, il ne faut jamais renoncer à la fiction, même si c'est un outil très bien pour faire du documentaire. On peut aussi mettre de la fiction dedans. Mais la commande, c'était le documentaire. Voilà. Donc ça, c'était la commande de l'éditeur. Ensuite, il y a des commandes de temps de réalisation, il y a des commandes de pagination aussi. On sait qu'on doit aller à peu près à un certain nombre de pages. Voilà, il y a des détails comme ça. D'accord. Après, on vous a rien demandé. Quant à l'intérieur, la façon dont vous le présentiez, on vous a laissé entièrement libre. Quasiment. De temps en temps, les éditeurs font des suggestions sur certaines choses, sur des détails, mais il n'y a pas du tout d'intervention sur le fond de la part des éditeurs, en tout cas dans ce cas-là. Oui, ils interviennent plutôt sur la forme de l'ouvrage, la conception, la couverture. Je vous montrerai tout à l'heure l'élaboration de la couverture, si vous voulez. Oui. On avait 90 pages qui se suivaient comme ça. L'éditeur, au bout d'un moment, a dit ce serait peut-être bien d'avoir un chapitrage, de couper en différents chapitres. Ça, c'était une idée de l'éditeur et c'était une excellente idée. On a vu qu'on pouvait couper en 12 chapitres notre histoire et ça a apporté une vraie clarté, une structure qui s'est un petit peu dégagée de ce chapitrage. Voilà, l'éditeur intervient plutôt sur la forme. Oui, je vous parlais de la couverture aussi, si vous voulez. Donc ça, c'est la dernière page. Là, c'est quand ils repartent. Images, là, c'est quand ils repartent. Voilà, j'avais le brise-glace que Jean-Baptiste m'avait donné en photo. Là, je ne l'avais pas trop dessiné au début, donc je le dessine à la fin quand il vient rechercher nos personnages, avec un dernier oiseau là en haut.
Voilà. Donc ça, c'est des contraintes qu'on se met. Voilà, on s'est dit au départ, tiens, on va mettre 6 ou 7 oiseaux du guide de la chaux. Bah, c'est une contrainte, mais ça nous aide aussi un petit peu à avancer. La couverture, ça c'est un moment très difficile souvent de la réalisation d'un album, c'est de trouver la couverture. Alors on fait des recherches, voilà, ça c'était la première idée que j'avais eue. J'étais très content de moi, notre personnage là, qui navigue qui se promène dans une galerie des ancêtres disparus, hein. Donc j'ai envoyé ça tout fier à mes co-auteurs et mes éditeurs qui m'ont dit oui Alexandre c'est très bien mais enfin on n'est pas trop dans cet univers-là dans la BD, cherche encore. Euh, Très bien, donc mais tu peux faire mieux. ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Donc après j'ai eu cette idée de personnages, d'animaux comme ça un peu fantomatiques dans le ciel au-dessus d'un paysage arctique. On était effectivement plus dans le ton, voilà, on fait des recherches. Soit avec l'horizon, soit avec la mer, soit avec la montagne. Je me suis dit, voilà, bah, ça c'est peut-être pas mal. Donc j'ai fait l'image au propre. On s'approche du but, on n'y est pas encore. Là, c'est le moment chez l'éditeur où le directeur artistique entre en jeu, parce que c'est lui donc, qui va un peu coacher le dessinateur pour avoir une couverture qui fonctionne le mieux possible. Donc là, ils me disent, oui, ton dessin est bien, mais c'est un peu froid, ou le ciel, il faudrait trouver quelque chose, peut-être une matière, une texture pour mettre un grain, quelque chose. Donc là, le directeur artistique cherche, me propose, voilà, il intervient un peu sur la couverture. Il me propose des matières au fond, ces trames là, différentes. Il travaille aussi la typographie du titre, il travaille le logo en bas. On cherche différentes pistes, voilà, et ça c'est aussi une piste qu'on m'a proposée. Et puis, moi, j'ai eu l'idée de scanner simplement une gravure de ciel dans un vieux Jules Verne, là, parce qu'il y a des beaux ciels. Donc, voilà, finalement, on a ajouté cette gravure de ciel, et puis on a eu notre couverture qui satisfaisait tout le monde. Et toi, là, Jean-Baptiste, tu interviens sur la couverture. Si ça ne vous plaît vraiment pas, vous pouvez dire non. Bah, dire non, c'est difficile. Intervenir, oui, je donne toujours mon avis, qui est suivi ou qui n'est pas suivi. Dans ce cas-là, il y avait juste quelques détails qui me sont venus à l'esprit quand j'ai vu les premiers essais, mais bon, ça me plaisait bien, donc voilà, il n'y a pas eu de problème. Est-ce que tu as tenu compte de la rigueur scientifique sur les animaux qui sont représentés? Oui, oui et non. Le dessin d'Alexandre n'est pas un dessin naturaliste. Donc, on ne s'attend pas à ce que les animaux puissent être identifiés à l'espèce près quand il s'agit d'espèces qu'on ne connaît pas. Quand il s'agit d'une girafe, il n'y a pas de souci. Et pour les oiseaux, ils sont suffisamment ressemblants pour que ça passe. Ça passe bien avec l'ensemble. D'accord. Très intéressant de voir comment on peut... Ah ben voilà. Cool. Ah, voilà, Jean-Baptiste est revenu. Ah ben oui, j'ai enlevé mes images. Donc, bon. Ah ben c'est ça alors. Et Jean-Baptiste, donc cette bande dessinée était sur un sujet qui était cher, c'est sur l'évolution et les extinctions. Donc, oui, le sujet, alors comme on le disait tout à l'heure, c'est l'éditeur qui nous a proposé ce sujet, parce que l'éditeur voulait les deux éditeurs voulaient lancer une collection documentaire un peu scientifique. Et donc, c'était le thème qu'ils avaient retenu, et ça correspond tellement au sujet que je fais d'habitude que ça me parlait complètement. Tout de suite, ça m'a plu. Ensuite, oui, le fait de rajouter de la fiction dedans, ça c'était un peu nouveau par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que je fais d'autres BD qui sont très documentaires, mais où la part de fiction est très réduite. Et ça, c'est vraiment un plaisir de rajouter quelque chose comme ça dans l'histoire. Et pour parler du fond, un peu, on s'approche de la 6e extinction, tu dis dans l'ouvrage. Et je m'aperçois qu'une chose quand même, c'est que les autres, c'était des phénomènes naturels, ces extinctions. Et là, c'est l'homme.
Oui, alors ça, c'est la grosse différence. C'est-à-dire qu'on peut apprendre beaucoup de choses en étudiant les précédentes extinctions. Par exemple, celle qui a éliminé la plupart des dinosaures, en tout cas ceux qui ne volaient pas. Euh, mais aujourd'hui, nous sommes directement à l'origine de ce qui est en train de se passer. Et de ce point de vue-là, on voit ce qui risque d'arriver. Mais il y a quand même un intérêt à l'affaire, c'est qu'on se rend compte qu'on peut agir. Puisque nous en sommes responsables, nous sommes aussi capables d'arrêter ce qui est en train de se passer. Crois-tu? Je préfère le penser. Sinon, j'arrête tout et oui. je m'occupe d'autre chose. Donc là, je pense effectivement que si j'écris ce genre de livre, c'est aussi dans l'idée qu'il faut parler de ça. Alors, on a beaucoup parlé de climat. On commence à parler un peu de biodiversité et d'extinction, mais pas au même niveau que ce qu'on entend sur le climat et sur ce que les gens ont maintenant en tête sur le climat. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a un réchauffement global et un dérèglement climatique général, c'est passé. Dans la plupart des pays, il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus que c'est ce qui est en train d'arriver. Sur les extinctions d'espèces, on entend tous les jours à la télévision des gens qui nous expliquent que les pesticides, ça ne pose pas tant de problèmes que ça, que si on s'en sert bien, finalement, ça ne pose pas trop de problèmes, que ce qu'il faut, ce n'est pas contraindre les gens qui s'en servent, les paysans qui s'en servent, et qu'avec un peu de bon sens, tout va aller bien. Ce qu'on voit depuis 20 ans, c'est que non, plus ça va, plus c'est pire. Et les plans qu'il y a eu de réduction de l'utilisation des pesticides ont abouti à une augmentation de l'utilisation des pesticides en France. Et on sait aujourd'hui que ça, c'est directement lié à la perte de la moitié des insectes en Europe, en gros. Alors, la perte de la quantité d'insectes. Les espèces qui disparaissent, on va les voir disparaître dans pas longtemps. Là, on est en train d'y arriver. Mais la quantité d'animaux qui nous accompagnent sur la planète a radicalement baissé au cours des 50 dernières années. D'accord. C'est la quantité plus que la quantité. Enfin, la quantité. Pour l'instant, c'est la quantité d'animaux. Mais il y a des quantités d'espèces qui disparaissent aussi. Et ce mouvement s'accélère et ne peut que s'accélérer. Si on fait disparaître 90% d'une espèce, la chance que cette espèce se maintienne devient de plus en plus faible. Et c'est ce qu'on observe. Avec quelques protections, le panda et quelques autres. Mais ça, c'est un des choix qu'on a fait aussi dans le livre, c'est de ne pas parler que des peluches, des pandas, des lions, des girafes, même si on en parle aussi. Et on dit que même les peluches ont des problèmes. Peluches, je veux dire par là les animaux qu'on aime bien, qu'on voit à la télé, etc. Mais il y a aussi les insectes, les araignées, les poissons, des bêtes qui n'intéressent personne et qui disparaissent dans leur coin sans que personne ne s'y intéresse. Oui, mais on a vu dans les extinctions précédentes que la disparition de certaines espèces permettait à d'autres d'arriver. Donc là, est-ce que tu ne penses pas qu'il va y avoir peut-être un changement, mais qu'il y aura toujours une continuité? Bien sûr, c'est ce qui va arriver. Moi, je ne suis pas du tout inquiet pour la vie et pour la planète. Ce qu'il y a, c'est que le changement, il prend 5 à 10 millions d'années. Donc, on n'est pas dans la même échelle de temps que nos propres existences. Oui, c'est pas nous. Dans 5 millions d'années, la planète Terre sera couverte d'espèces nouvelles, intéressantes, passionnantes, sûrement. J'ai peu de doutes là-dessus. Mais ça ne nous concerne quasiment pas. Déjà, s'intéresser à ce qui va se passer dans 20 ans, c'est difficile pour la plupart des gens. Les forestiers sont habitués à compter en temps long, mais on a du mal à dépasser les 2 prochaines années. Et quand on dit les problèmes qu'on voit là vont arriver d'ici la fin du siècle, c'est loin. C'est compliqué de s'imaginer l'importance. Parce qu'on se dit, on aura trouvé une solution d'ici là. Oui. Et reconstituer des espèces qui ont disparu, ça paraît mal parti quand même. Ouais. Et pour vous, Alexandre, cette bande dessinée,
est-ce que c'est une conviction, un combat, comme pour Jean-Baptiste? Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est une conviction. Moi, je suis. Je suis oui, c'est une de mes préoccupations majeures, vivement ces problèmes de. Pas tant oui, pas tant la disparition des insectes, ça, parce que, finalement, avec Jean-Baptiste, on rentre dans des choses très, très spéciales. Mais moi, je suis un citoyen ordinaire qui habite Paris, et il n'y a pas besoin d'aller limite en océan Arctique pour voir que l'homme, quand il passe à un endroit, ne sait faire rien d'autre que laisser des montagnes de déchets derrière lui. Je sais pas, lundi matin, je traversais le jardin du Luxembourg pour aller travailler. C'était plus un jardin, c'était une décharge publique parce que le week-end avait été beau et malgré le couvre-feu à 18h, bah, les gens étaient venus pique-niquer et avaient bourré les poubelles avec des montagnes de barquettes, de bouteilles, de sacs plastiques, de sacs papier, de trucs. Les gens viennent. Alors, c'est la vie. Hein, on peut, comme dit ma grand-mère, on ne peut pas s'arrêter de vivre, mais peut-être qu'il faut effectivement changer quelque chose dans nos comportements pour continuer de vivre, au contraire. Les gens viennent pique-niquer avec des bouteilles d'alcool qui sont pleines et quand ils les ont vidées et qu'elles sont légères, au lieu de les remporter chez eux, ils les mettent dans la poubelle. Bon, bah voilà, c'est la bagnole, c'est tout ça. Donc oui, oui, moi je suis révolté, je suis conscient par ce problème, mais alors Jean-Baptiste dit, il y a une prise de conscience qui monte. Nous savons tous, mais le problème c'est ce nous, parce que je ne sais pas si on peut considérer l'humanité comme un nous. L'humanité, c'est une foire d'empoigne, c'est une somme d'individus qui voient chacun midi à sa porte et, Et qui attend que l'autre fasse. Et qui attend que l'autre fasse. Et personne d'entre nous n'est prêt à renoncer à son mode de vie. Moi, je ne prends pas l'avion, donc je peux dire aux autres d'arrêter de prendre l'avion, mais le jour où on me dit arrête de faire de la bande dessinée parce que ça coupe des arbres, est-ce que j'arrêterai de faire de la BD? Je ne sais pas. Donc oui, on attend tous une solution qui vient d'en haut. En attendant, peut-être qu'effectivement, chacun doit changer ses comportements, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile de changer, c'est parce on est un peu des enfants gâtés, on a un niveau de vie exorbitant et personne n'est prêt à y renoncer. Et puis tous les pays émergents qui accèdent à ce mode de vie depuis 50 ans n'ont même qu'une idée, c'est aussi d'éprouver le même plaisir de consommation. Donc oui, oui, ça va être dur de freiner, mais on peut rien faire d'autre que d'essayer de travailler à cette prise de conscience, bien sûr. Il faut espérer qu'on va arriver à Alexandre est beaucoup plus pessimiste que moi. Mais oui, toi, je connais ton côté optimiste, mais c'est parce qu'il résonne en millions d'années. En millions d'années, voilà. Mais effectivement, l'humanité ne va pas disparaître. Il y aura toujours, c'est ce qu'on dit à la fin de la bande dessinée, il y aura toujours sur Terre des hommes, des rats, des cafards et des corbeaux pour fouiller les poubelles. Mais effectivement, entre-temps, on aura perdu beaucoup de la beauté du monde avec avec les espèces qui disparaissent, avec les paysages qui disparaissent. Donc, c'est surtout ça, quoi. C'est vrai qu'une des difficultés, c'est l'articulation entre les phénomènes mondiaux où interviennent les gouvernements, des entités qui nous dépassent complètement au niveau individuel, et puis nos propres comportements individuels qui vont jouer aussi. Et ça, c'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'il y a cette histoire de consommation, mais après, dans une BD, savoir jusqu'où aller pour que ça ne soit pas un tract écolo. Alors, moi, je suis très écologiste, hein, mais je ne fais pas des BD tracts. Et donc, toujours arriver à comment dire les choses sans assommer le lecteur, ça, c'est important. Et ça fait partie des discussions qu'on a souvent. En fait, on a passé une grande partie du confinement dernier à discuter de tout ce qu'on allait mettre dans la BD. Oui, parce qu'il faut sensibiliser sans trop culpabiliser.
Culpabiliser, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas culpabiliser. C'est plutôt une question de comment on le dit. Oui. Et oui, il faut que les gens se sentent coupables d'acheter un nouveau iPhone alors qu'ils n'en ont pas besoin. Si on n'a pas ce sentiment-là, il ne se passera rien. Donc, l'absence de culpabilité, ça ne me paraît pas être forcément toujours une bonne idée. Il faut qu'on se dise, bah non, finalement, d'aller passer 3 jours à New York, pour ceux qui en ont les moyens, hein, et hors Covid, bah non, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que ça sert à rien et peut-être que ça fait même plus de mal que de bien. Il y a 100 ans, on allait passer, pas un week-end à New York, on allait passer 2 mois à New York parce qu'on prenait le bateau à voile. C'était, je sais pas, c'était le tour du monde que faisaient les jeunes gens avant d'entrer dans la vie. Ils allaient, alors s'ils allaient à New York, ils allaient y passer 3 mois. C'est ça qu'il faudrait qu'on réapprenne un petit peu peut-être, plutôt que de faire un week-end express où le voyage libère 10 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, aller y passer 3 mois, aller y travailler, apprendre la langue, que les choses retrouvent un sens aussi, tout simplement. Parce que quand on va passer juste un week-end à New York, c'est pour aller au Guggenheim, voir des tableaux de peintres qu'on a à Paris, et puis acheter des fringues dans des magasins qui sont sur les Champs-Élysées. Donc on peut, oui, retrouver le sens de nos actions pour que... Le sens du voyage, mais ça va même plus loin. C'est quand on voit dans la BD les chercheurs, ils utilisent des appareils extrêmement sophistiqués qui ont demandé des métaux rares, qui sont extrêmement utiles aussi pour comprendre le monde. Et découvrir le monde, essayer de le comprendre, tout ça, ça coûte. Mais, et on le met dans la BD. Il y a un moment où, de toute façon, n'importe quelle espèce agit sur son environnement et modifie son environnement. Et nous le modifions et c'est parfaitement légitime et c'est parfaitement normal. Il y a juste un moment où il faut arriver à un équilibre et éviter que cet équilibre ne bascule vers une disparition de tout ce qui nous entoure. Mais ce n'est pas du tout un appel à cesser complètement notre activité sur la planète. Il faut la raisonner. Sinon, je veux dire, si on n'est pas là, c'est vrai que la planète n'a plus de problème, mais personne n'est là pour se rendre compte que la planète n'a plus de problème. Bon, je pense que nous allons conclure sur cette belle parole de Jean-Baptiste. Et peut-être que ça va vous donner des idées pour une prochaine collaboration. Oui. Nous avons déjà commencé. Hein. Donc, je voudrais juste vous dire que les ouvrages d'Alexandre et de Jean-Baptiste sont sur le site de Scientilivre. Donc, vous avez un onglet sur notre site qui est librairie et vous cliquez sur le livre que vous voulez vous procurer et la librairie Ombre Blanche, partenaire du festival, se fera un plaisir, soit de vous le mettre à disposition si vous êtes sur Toulouse, soit de vous le faire parvenir si vous êtes plus éloigné. Voilà, je vous remercie tous les deux et puis nous attendons la sortie de cette bande dessinée avec... alors moi, je l'ai déjà lu pour pouvoir, et je l'ai beaucoup aimé, donc j'espère et je lui souhaite longue vie et beaucoup de succès. Merci. Merci. Et puis elle est importante pour nous. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Et Jean-Baptiste, à demain. À demain.